Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Dr Fandamou Kassié. Je suis médecin titulaire d'un master de santé publique et coordonnateur du projet PASA au ministère de la Santé. Cette semaine, je suis chargé de faciliter pour vous ce module sur le système local de santé, communément appelé SILOS. Ainsi, à la fin de ce module sur le système local de santé, vous devrez être capable de 1. Identifier les deux niveaux du système local de santé, ses acteurs et leur rôle. 2. Définir le paquet minimum d'activité PMA, le paquet complémentaire d'activité PCA et leur lien avec les besoins de la population. 3. Expliquer l'interaction entre demande, besoins et offres en soins de santé et en vue d'appliquer les concepts et notions apprises à travers des exemples ou cas de figure concrets en vue d'une prise de décision. Avant de rentrer dans le vif du système local de santé, le SILOS, nous pensons qu'il est important de connaître la composition du système de santé guinéen. Ainsi, il comprend 3 niveaux dont le premier niveau, au niveau périphérique, composé de 35 hôpitaux préfectoraux, 412 centres de santé et 925 postes de santé. Le deuxième niveau secondaire, qui compose 7 hôpitaux régionaux, et le troisième niveau, niveau tertiaire, qui a son sein les 3 hôpitaux nationaux de référence du pays. Ces niveaux sont interconnectés en partant du bas vers le haut avec différentes structures de santé qui coexistent à chaque niveau. Les soins de santé délivrés sont fonction du niveau et de la capacité technique de la structure de santé, équipement, ressources humaines spécialisées qui évoluent au fur et à mesure qu'on est proche du niveau supérieur. Le système local de santé, qui est l'objet du présent module, comprend au premier niveau, au niveau périphérique de la pyramide sanitaire, et c'est à ce niveau que les soins de santé sont délivrés. Pour aborder le sujet dont il est question, le système local de santé est composé de 2 échelons, à ne pas confondre avec les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce sont le premier échelon et le deuxième échelon. Au niveau de ces échelons du système local de santé, nous rencontrons les acteurs ou structures de soins ci-après. Au premier échelon se trouvent les structures les plus déconcentrées et décentralisées et plus proches des populations. Ce sont les relais communautaires et les agents de santé communautaires qui sont la pièce angulaire des services à base communautaire. Les postes de santé qui fournissent les premiers soins à la population, le centre de santé qui délivre les soins curatifs, préventifs et promotionnels de base. Il peut exister aussi d'autres services ou structures de santé au niveau de ces échelons, comme les structures privées, les cabinets de soins généralistes, les points de vente des médicaments qui peuvent être formels ou informels. Quant au deuxième échelon, les structures peuvent varier selon le contexte et les ressources disponibles, mais souvent nous savons les structures privées, par exemple les cabinets de soins qui peuvent être gérés par des médecins spécialistes, les pharmacies privées et les cliniques privées. Le centre de santé amélioré, un concept nouveau en Guinée, qui est une structure intermédiaire entre le premier et le deuxième échelon. Cette structure peut être retrouvée au premier échelon pour des zones très éloignées de l'hôpital de référence ou au deuxième échelon pour des zones urbaines à forte densité de population. Le centre médical communal, dans le cas de Conakry et Beila, l'hôpital préfectoral ou de district qui représente le niveau supérieur techniquement parlant
est la structure de référence du système local de santé. Ces différents échelons accomplissent chacun des rôles différents mais complémentaires. Le premier échelon constitue la porte d'entrée des populations dans le système de santé. Les soins curatifs, préventifs et promotionnels ainsi que le système d'information sanitaire, autant individuel que populationnel, sont de la responsabilité directe de cet échelon. Le deuxième échelon reçoit les patients référés par l'échelon inférieur et assure la continuité de la prise en charge à travers un plateau technique plus large, c'est-à-dire qu'il offre des soins pour des services spécialisés lesquels ne sont pas disponibles au premier échelon. Le deuxième échelon est aussi responsable de faire les contre-références en intégrant l'information nécessaire au suivi des patients pour le premier échelon avec toujours le même objectif d'assurer la continuité de la prise en charge des patients. Le SLOS est administré par une équipe de gestionnaires appelée équipe cadre de district. En Guinée, cette équipe cadre est idéalement composée de 11 membres, mais peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, dont entre autres la taille de la population, le nombre des aires sanitaires, les structures de santé et la ressource humaine disponible au niveau du système local de santé. L'équipe cadre de district est composée des membres suivants: directeur préfectoral ou communal de la santé, hôpital préfectoral ou communal, DH, le médecin chargé de la lutte contre la maladie, le chargé des statistiques, le chargé de la planification, formation, recherche, le chargé des services à base communautaire, le chargé de l'eau, hygiène et assainissement, le chargé de la médecine du travail, le chargé de la santé communautaire, le chef section pharmacie laboratoire et le directeur des micro-réalisations qui, lui, provient du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette équipe cadre de district a pour fonction la planification, la coordination des différentes activités inter- et intrasectorielles en rapport avec les composantes du système local de santé. La supervision, le monitorage et l'évaluation de ces activités, l'appui technique et la capacité de gestion au centre de santé et l'organisation, l'animation des réunions d'information avec les comités villageois de santé. Au niveau du système local de santé, l'offre des soins est organisée en paquets de soins. Nous avons ainsi le paquet minimum d'activité, PMA, et le paquet complémentaire d'activité. Le PMA est assuré par le premier échelon et est constitué de vaccination, la CPC ou consultation primaire curative, les visites de suivi de la grossesse, les services destinés à aider les familles à contrôler leur naissance, mais aussi l'accouchement avec un professionnel qualifié. Le deuxième échelon, notamment l'hôpital de référence, grâce à son plateau technique plus développé, offre en plus du PMA des services spécialisés dont les 4 de base sont la médecine, la chirurgie, la pédiatrie et la maternité. À présent, nous allons essayer de définir les concepts de demande, besoin et offre, puis expliquer comment ils interagissent entre eux. La demande est le comportement par lequel un individu recherche une ou des solutions à son problème ou malaise. Et cette attitude peut varier d'un individu à un autre et peut être aussi influencée par la perception, l'encourage ou par la communauté. Ainsi, il existe 3 types de demandes de soins qui sont la demande irrationnelle, la demande satisfaite mais sans besoin exprimé. Aussi, le besoin de soins en santé publique est défini
en tenant compte de plusieurs facteurs dont, entre autres, l'évidence scientifique, la ressource humaine disponible, l'avis des professionnels de santé, la compétence technique, essentielle pour assurer le minimum de soins. Pour finir, l'offre de soins est fonction du paquet de soins ainsi de l'établissement de santé et est influencée par la demande et les soins et les besoins. L'offre de soins peut être faite par des établissements de santé du public ou du privé, formels ou informels. Il existe donc deux types d'offres de soins que nous aborderons avec des exemples dans les interactions entre les concepts demande, besoin et offre de soins. Les interactions entre demande, besoin et offre sont présentées par la figure suivante qui comprend 7 espaces pour permettre une compréhension plus facile. Nous avons ainsi, en 1, la demande irrationnelle, c'est-à-dire non satisfaite car non nécessaire. Par exemple, une demande d'injection de vitamines pour la fatigue sans aucune pathologie, cas fréquemment rencontré chez les vieilles personnes. Il est important de rappeler que ce ne sont pas toutes les demandes qui sont irrationnelles. Il faut ainsi analyser la situation pour faire la différence entre un besoin réel exprimé d'une façon inadéquate et une demande irrationnelle. En 2, les besoins identifiés par les professionnels de santé, mais qui ne sont pas demandés par la population et dont les structures ne disposent pas les services. Par exemple, le dépistage de diabète dans une zone rurale où il n'y a pas de prise en charge. En 3, l'offre des services qui ne correspond ni à une demande, ni à un besoin, donc non pertinent. Par exemple, donner un supplément nutritif à tout enfant sain de moins de 5 ans sans aucun signe de malnutrition. En 4, l'offre non utilisée qui correspond à un besoin mais n'est pas demandée par la population. Par exemple, l'utilisation des méthodes contraceptives dans une zone rurale avec des croyances faisant obstacle à leur utilisation. En 5, la demande satisfaite mais qui ne correspond pas à un besoin. Par exemple, une antibiothérapie pour un cas de toux sans fièvre associée. En 6, la demande potentielle correspondant à un besoin, mais le service ou la structure ne dispose pas de capacité technique. Par exemple, un accouchement compliqué dans un centre de santé nécessitant une référence pour une césarienne. En 7 et pour finir, le chevauchement adéquat ou idéal entre besoin, demande et offre. Par exemple, la consultation curative, un accouchement euthosique au niveau de n'importe quel échelon. Il est à rappeler que certains de ces exemples sont universels, alors que d'autres peuvent être locaux, confinés à un pays ou à un sous-groupe de population. Chers participants, nous voici à la fin du module 2 qui porte sur le système local de santé. Et nous allons nous retrouver juste après la lecture de tous les documents supports dédiés à ce module. Et merci pour votre aimable attention.